Et c'est par un coup d'État qu'il chasse du pouvoir son cousin, Zahir Shah. Fait assassiner le président Taraki, le 15, l'Assemblée générale des Nations unies condamne l'intervention soviétique. À Kaboul, en Afghanistan, les milices talibans ont en effet pris le contrôle de la ville. La milice islamique des talibans est entrée aujourd'hui dans la banlieue de Kaboul. Pratiquement simultanée de 4 avions de ligne, transformés donc en bombes volantes. Il a refusé de se rendre, nous avons dû l'abattre. Bienvenue sur Revenons-en au fait. Le fait d'aujourd'hui, c'est les origines de la guerre en Afghanistan. Comment on en est arrivé à la situation actuelle? Eh bien, c'est ce qu'on tentera de comprendre ensemble dans ce nouvel épisode. Pour ce faire, revenons-en à la base même en présentant rapidement le pays. L'Afghanistan est un pays d'Asie centrale possédant des frontières terrestres avec 6 pays. L'Ouzbékistan au nord, la Chine et le Tadjikistan au nord-est, le Pakistan au sud-est, l'Iran à l'ouest et le Turkménistan au nord-ouest. Cette présentation des pays frontaliers sera importante dans la suite de la vidéo. L'Afghanistan est découpé en 34 provinces ou districts. Je ne vais pas tous vous les citer, mais il faut retenir que la 22e province est la plus importante puisqu'il s'agit de Kaboul, la capitale du pays. Attention, l'Afghanistan n'est pas un pays arabe et d'ailleurs ses deux langues officielles sont le pashto et le dari. Il est très important de noter que le pays possède une très forte culture tribale. Le pays possède également une multitude d'ethnies. On a tout d'abord les Pashtuns, ethnie musulmane sunnite, majoritaire d'Afghanistan, avec plus de 40% de la population. Ensuite, on a les Tadjiks, qui sont le deuxième groupe ethnique du pays et qui représentent un quart de la population. Viennent ensuite les Hazaras, qui sont une ethnie chiite et qui représentent 10% de la population. Ils sont originaires d'Asie centrale et de peuple turc. Puis, on a les Ouzbeks, qui sont au nord de la frontière avec l'Ouzbékistan. Il existe d'autres ethnies, mais qui, elles, sont très minoritaires. On ferme cette parenthèse et on revient en 1973, où à ce moment-là, le roi Zahir Shah règne sur le pays depuis 40 ans. Le 17 juillet 1973, et avec l'appui de l'URSS, le prince Mohamed Daoud renverse le roi, proclame la République d'Afghanistan et s'autoproclame président. 17 juillet 1973, et c'est par un coup d'État qu'il chasse du pouvoir son cousin, Zahir Shah. Mohamed Daoud proclame la République. C'est la fin de la monarchie. À partir de ce moment, il entame une grande campagne de réforme concernant l'agriculture et nationalise certaines banques. Mohamed Daoud veut faire de l'Afghanistan un pays non aligné et espère une reconnaissance de son gouvernement par les États-Unis et plus généralement par les pays occidentaux. Il espère également une aide financière de la part du bloc de l'Ouest. Malheureusement, aucun de ces deux points ne sera respecté. Daoud essaye d'améliorer ses relations avec l'Iran, le Pakistan et avec des pays arabes comme l'Arabie Saoudite. Le 20 septembre 1973, une tentative de coup d'État est perpétrée contre Daoud mais aboutit à un échec. Cela entraîne une grande répression contre les opposants du régime. Le principal parti opposé au régime est le PDPA, le Parti démocratique populaire d'Afghanistan, un parti à tendance communiste et qui est séparé en deux courants. Le Khalq, qui signifie Parti du peuple, majoritairement Pashtun, et le Parcham, qui signifie le drapeau, majoritairement persan. En février 1977, Mohamed Daoud établit un régime autoritaire et tourne le dos aux soviétiques et aux marxistes. Le 17 avril 1978, le chef du PDPA, Mir Akbar Khiber, est assassiné en pleine rue et ses partisans accusent le gouvernement d'en être le responsable. De ce fait, le parti organise 2 jours plus tard des manifestations rassemblant 15 000 personnes. Manifestation qui se terminera par l'arrestation de Nour Mohamed Taraki, Babra Karmal et Hafizullah Amin, tous les 3 dirigeants du PDPA. Quelques jours plus tard, le 27 avril 1978, ces mêmes personnes, et avec l'aide de soldats ayant déserté l'armée nationale afghane, renversent Mohamed Daoud et l'exécutent avec sa famille le lendemain matin. Ce sont ces soldats, ceux qui avaient fait avec lui le coup d'État en 1973, le général Abdul-Kader en tête, qui l'ont renversé. Cet événement sera appelé la Révolution de Sour. L'ambassadeur de France à Kaboul, M. Georges Perruche, nous raconte les premières heures des combats. Nous sommes le 27 avril à 14h. Des tirs de plus en plus nourris se sont fait entendre du côté du palais, qui est séparé du parc de l'ambassade par un mur assez bas. Et très rapidement, quelques coups de canon se sont mêlés à la fusillade. Nous étions sur le perron de l'ambassade, aux nouvelles, et nous avons à ce moment-là considéré comme plus sage de rentrer dans la maison pour notre protection. Le 1er mai, Mohamed Taraki du courant du Khalq devient le président
le Premier ministre et le secrétaire général du PDPA et le pays devient alors la République démocratique d'Afghanistan. Plus tard, ce sera au tour d'Hafizullah Amin de devenir Premier ministre. Quels ont été les facteurs déterminants de votre coup d'État? Il ne s'agit pas d'un simple coup d'État militaire. Un premier coup d'État, celui de Daoud en 1973, avait fait naître beaucoup d'espoir. Nous avons dû en faire un deuxième pour répondre aux aspirations du peuple. Nous sommes tous membres du Parti du peuple, le HALC, et c'est pour instaurer une véritable démocratie que nous avons mis fin au système féodal qui écrasait ce pays. Y a-t-il encore des nids de résistance en province? Non, aucun. Nous contrôlons tout le pays, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan politique. Dans quelles circonstances avez-vous été amené à exécuter le président Daoud? Il a refusé de se rendre, nous avons dû l'abattre. En 1979, la politique de Taraki devient de plus en plus laïque et cela provoque de nombreuses révoltes à travers le pays de différentes tribus et factions armées. Les islamistes opposés au gouvernement communiste reçoivent l'aide de la part des États-Unis alors présidé par Jimmy Carter. Le 14 septembre 1979, Hafizullah Amin renverse Taraki et l'assassine. Le plus sanguinaire est sans conteste Hafizullah Amin, qui écrase toute résistance de la population. Il fait assassiner le président Taraki le 14 septembre 1979 et prend la direction du pays. Cet événement va pousser l'URSS à envahir l'Afghanistan le 27 décembre 1979 et de placer Babra Karmal au pouvoir lors des opérations des forces spéciales soviétiques. Pourquoi ? Eh bien, dans l'article Le Guépier afghan publié dans Le Monde, paru le 8 septembre 1984, on y apprend que Mohamed Taraki était soutenu par les soviétiques contre Hafizullah Amin, car ce dernier était considéré comme trop radical et l'assassinat de l'allié de Moscou allait à l'encontre de leur plan. Une autre raison qui poussait les soviétiques à intervenir en Afghanistan, c'est le fait qu'en février de la même année, la révolution islamique eut lieu en Iran, pays voisin de l'Afghanistan. Moscou craint que la révolution se propage dans toute la région. La révolution islamique iranienne est aux portes de l'Afghanistan. L'URSS redoute la contagion pour 3 de ces 4 républiques islamiques frontalières de l'Afghanistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Crainte qui peut se comprendre puisqu'un mois plus tard, en mars dans la ville d'Herat, un soulèvement eut lieu contre le régime communiste de Kaboul et les soviétiques pensent que Téhéran en est le responsable. Au début de l'année 1980, l'Assemblée des Nations Unies condamne l'invasion de l'URSS en Afghanistan. L'armée rouge a déployé plus de 100 000 soldats dans le pays, mais contrôle seulement les grandes villes. Et l'armée soviétique rencontre très rapidement des difficultés dans les zones montagneuses en particulier. Et en effet, les chars et les véhicules blindés se montrent inefficaces et inadaptés à ces zones. Autre problème, l'armée afghane est trop peu formée et entraînée pour soutenir les soviétiques. Cette invasion marque la fin de la période de détente entre les deux blocs. Les Occidentaux vont se montrer inquiets face à la proximité soviétique des zones pétrolières arabes. Au cours de l'année 1980, la résistance afghane va se montrer de plus en plus forte et cela va surprendre l'URSS. Vont se joindre à cet axe de la résistance les guerriers saints appelés les Moudjahidines, qui seront soutenus et financés par la CIA et par l'Arabie Saoudite. Plusieurs chefs de différents groupes de Moudjahidines vont s'illustrer durant la guerre contre les soviétiques, surtout Ahmed Shah Massoud, plus connu sous le nom de commandant Massoud. Mais je parlerai plus en détail de Massoud dans une vidéo qui lui sera dédiée. Des réseaux d'armes, de volontaires mais aussi de drogue vont se mettre en place en provenance du Maghreb, de la péninsule arabique, de l'Égypte, du Levant et de l'Europe via le Pakistan, qui sert alors de base arrière. Le 27 janvier 1980, une alliance islamique voit le jour regroupant une partie des résistants venus du monde entier, dont un certain Oussama Ben Laden. La guerre fait rage en Afghanistan. L'URSS contrôle de plus en plus de territoires et leur effectif s'accroît en l'espace de 3 ans, passant de 85 000 soldats en mars 1980 à 120 000 en 1983. Mais l'armée rouge reste maîtresse dans les airs durant une longue période. Les Moudjahidines, armés par les Occidentaux, prennent de plus en plus des territoires du pays, contrôlant jusqu'à 80% à l'exception des grandes villes. Et les hommes du commandant Massoud font subir un échec aux Soviétiques en 1981 lors de l'offensive sur le Panjshir. Du côté des Soviétiques, des loyalistes afghans et des rebelles, leur morale est très bas et cela va pousser les partis à tenter des négociations en 1983 qui aboutiront à un cessez-le-feu qui sera vite rompu. Les combats vont continuer ainsi avec tantôt une avancée soviétique, tantôt une avancée des Moudjahidines.
L'année 1986 est un tournant de la guerre puisque les guerriers islamistes reçoivent des missiles sol-air américains, ce qui fait rompre l'équilibre des forces et fait perdre aux Russes la maîtrise du ciel. La guerre continue ainsi jusqu'en 1988. Le dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev décide en effet de retirer ses troupes devant la colère de la population russe du fait des grandes pertes humaines enregistrées par l'armée rouge. Le 14 avril 1988, les accords de Genève sont donc signés entre l'Afghanistan et le Pakistan, alors que les USA et l'URSS en sont garants. Au total, cette guerre qui aura duré 10 ans aura fait 26 000 morts du côté soviétique, 18 000 du côté des forces afghanes, entre 56 000 et 90 000 morts du côté des Moudjahidines et entre 562 000 et 2 millions de civils tués. Cependant, le retrait des troupes soviétiques ne marque pas la fin de la guerre, au contraire, le pays plonge dans une guerre civile. On retrouve comme belligérants d'un côté les forces pro-gouvernementales, la République d'Afghanistan, soutenue par l'URSS jusqu'en 1991, et de l'autre côté, on retrouve principalement les Moudjahidines organisés en différentes factions, qui eux sont soutenus par des pays comme l'Arabie Saoudite, le Pakistan, les USA, le Royaume-Uni ou encore la Chine. Mais pause. On remarque que souvent, le Pakistan soutient différents groupes insurgés contre le gouvernement afghan en place et on pourrait se demander pourquoi. Et bien pour ça, il faut revenir en arrière à partir de 1919. L'Afghanistan revendique des territoires à majorité pachtoune au Pakistan. En fait, l'acquisition de ces terres aurait surtout permis aux Afghans d'avoir un accès à la mer d'Arabie et donc de se désenclaver. Bon, on ferme cette nouvelle parenthèse et on revient en 1989 où après le départ des soviétiques, l'Afghanistan continue de recevoir entre 2 et 6 milliards de dollars par an et des conseillers militaires de la part de l'URSS. Grâce à cela, les forces pro-gouvernementales afghanes peuvent tenir tête aux Moudjahidines. Mais les islamistes vont enregistrer de grands succès lors de différentes batailles et cela s'explique par 2 points. D'abord, et comme dit précédemment, les Moudjahidines sont financés par les États-Unis, l'Arabie Saoudite, le Pakistan et d'autres pays occidentaux. Et cela va être fait dans le cadre d'un programme très spécial appelé la doctrine Reagan, qui consiste à endiguer au maximum possible l'influence de l'URSS dans le monde entre 1980 et 1991. Le deuxième point, c'est que le Pakistan, via son service secret, va fournir des informations cruciales qui permettront aux Moudjahidines de gagner du terrain. L'alliance islamiste qui est en place est sous-estimée par les autres acteurs du conflit. Le commandant Massoud doutait de la capacité des islamistes à capturer de grandes villes de manière conventionnelle. Ce manque de vision stratégique sera considéré par Massoud lui-même comme une grande erreur. En 1992, la situation économique du pays est catastrophique puisque depuis 1989, l'exportation du gaz naturel afghan est à l'arrêt, ce qui rend le pays sous perfusion de l'aide soviétique. Chaque année, l'URSS envoyait environ 230 000 tonnes de nourriture à l'Afghanistan jusqu'en 1991, année de la dislocation de l'Union soviétique et année de l'annonce par Boris Eltsine, le nouveau dirigeant russe, de la réduction de l'aide envers le gouvernement de Najibullah. Cette pénurie se ressent également au sein de l'armée. En effet, les avions militaires sont cloués au sol par manque de carburant. Tout cela est à l'origine d'une augmentation du taux de désertion au sein de l'armée entre 1990 et 1991, atteignant 60% de désertion. Le 24 avril 1992, les accords de Peshawar ont été signés par une majorité des Moudjahidines, mais certains y étaient opposés, notamment Gulbuddin Hekmatyar, le chef du Hezb islami, un parti afghan islamiste. Le même mois, Mohamed Najibullah démissionne et les Moudjahidines entrent à Kaboul et le 30 avril 1992, l'Afghanistan devient alors l'État islamique d'Afghanistan proclamé par l'Alliance du Nord du commandant Massoud. Cependant, en 1992, Gulbuddin Hekmatyar, en désaccord avec le traité de Peshawar et voulant gouverner seul le pays, commence à bombarder Kaboul. C'est ce qui marque le début d'une nouvelle guerre. De plus, des anciens membres du Khalq s'infiltrent à Kaboul afin de prendre le pouvoir, violant ainsi l'accord de paix signé. Durant cette nouvelle phase de la guerre, les principaux belligérants, Massoud et Hekmatyar, utilisent massivement des artilleries lourdes qui coûtent la vie à d'innombrables civils. Ce conflit continuera ainsi jusqu'au siège de Kaboul par Hekmatyar en novembre 1992, qui va totalement détruire la capitale. Le début de l'année 1993 est marqué par l'accord d'Islamabad, accord de paix qui permet à l'État islamique d'Afghanistan et l'alliance d'Hekmatyar de gouverner. En contrepartie, Massoud doit quitter le poste de ministre de la Défense, ce qu'il accepta. Hekmatyar devient alors le Premier ministre et les hostilités semblent avoir cessé. Cependant, cette phase ne durera pas longtemps. Tout juste après avoir pris le poste de Premier ministre, Hekmatyar quitte Kaboul et reprend les bombardements sur celle-ci, causant plus de 700 morts.
Mais c'est en 1994 que la guerre en Afghanistan prend une toute autre tournure, puisque c'est durant cette année-là qu'un nouveau mouvement islamiste mondialement connu fait son apparition, les talibans. Ce mouvement islamiste pashtun, qui signifie littéralement en persan étudiant, a pour objectif affiché de libérer le peuple de son gouvernement corrompu, d'arrêter la guerre et d'instaurer une société islamique pure en y instaurant la charia, qui est dans l'islam un regroupement de plusieurs règles sociales, culturelles, etc. Alors, comme vous pouvez vous en douter, le pays qui va leur apporter un soutien, c'est bel et bien le Pakistan, qui voit dans les talibans le moyen de sécuriser les routes commerciales qui mènent à l'Asie centrale et de mettre en place un gouvernement afghan qui est favorable à leurs intérêts. On peut se demander, et la population dans tout ça ? Eh bien, l'arrivée des talibans est très bien accueillie par les Afghans, car ils voient en eux des libérateurs et espèrent un retour à la paix après une vingtaine d'années de guerre. Durant les mois qui viennent, les talibans continuent à monter en puissance et le 5 novembre 1994, la ville de Kandahar se retrouve entre leurs mains. Au même moment, les combats entre les différentes factions continuent. De leur côté, le nouveau groupe continue d'avancer jusqu'à se rapprocher de Kaboul en prenant des provinces entourant la capitale. Le canon et le Coran, ce sont les deux armes des islamistes afghans qui se sont jurés de prendre Kaboul dans les 48 heures. Ils viennent d'opérer une percée spectaculaire en occupant les villes qui reliaient Kaboul au Pakistan et veulent imposer leurs lois. En février 1995, Hekmatyar est contraint de démissionner, mais les combats continuent entre les talibans et les forces du commandant Massoud jusqu'en 1996. Durant cette année, les talibans qui se sont retirés de Kaboul reviennent prendre la capitale avec l'importante aide du Pakistan, de l'Arabie Saoudite et du mouvement d'Oussama Ben Laden. Massoud, voulant éviter un bain de sang, préfère se retirer de la capitale, ce qui permet aux forces talibanes de prendre Kaboul et de proclamer l'émirat islamique d'Afghanistan. Mais il ne s'arrête pas encore. En effet, ils continuent leur avancée vers plusieurs villes afghanes et contrôlent 90% du pays avant leur chute en 2001. De leur côté, Hekmatyar et Massoud s'allient pour tenter de contrer l'avancée des talibans. Et c'est ainsi que débutera une nouvelle phase de guerre en 1996 avec comme belligérants d'un côté les talibans et un groupe d'islamistes fondé par Oussama Ben Laden, Al-Qaïda, et de l'autre côté l'Alliance du Nord de Massoud. De septembre 1996 à août 1998, les combats entre les talibans et les différentes factions sont intenses. Parallèlement, le gouvernement taliban favorise la culture de l'opium et va jusqu'à atteindre 75% de production mondiale. Cette culture leur permet de financer leur guerre. Contrôlant 90% du territoire afghan en 1998, les talibans priorisent désormais la reconnaissance de leur gouvernement auprès des Nations Unies qui ne les reconnaît pas, à l'exception de quelques pays comme le Pakistan, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Le 2 mars 2001, les grandes statues des Bouddhas de Bamiyan sont dynamitées par les talibans, ce qui provoque la colère au sein des communautés culturelles à travers le monde. Par la suite, deux événements majeurs vont survenir la même année. Le 9 septembre 2001, le commandant Massoud se fait assassiner dans un attentat suicide par de faux journalistes. Le deuxième événement tristement célèbre survint 2 jours plus tard, le 11 septembre 2001. L'attentat des 2 tours jumelles du World Trade Center va pousser le gouvernement américain de George W. Bush à intervenir en Afghanistan afin de renverser le gouvernement taliban. Cette intervention marquera le début d'une nouvelle guerre qui opposera la coalition internationale menée par les États-Unis à différentes factions islamistes durant 20 ans. Après cette rentrée en Afghanistan, les Américains renversent le gouvernement et placent un gouvernement de transition. En réponse, les talibans mèneront des guérillas de 2001 jusqu'en 2021, année durant laquelle les États-Unis retirent leurs troupes du pays, ce qui permettra aux talibans d'entreprendre une victoire éclair et d'entrer le 15 août 2021 à Kaboul et de réinstaurer l'émirat islamique d'Afghanistan. Cette guerre sera la plus longue de toute l'histoire des États-Unis et leur aura coûté pas moins de 1000 milliards de dollars. Les questions qu'on peut se demander sont: qu'adviendra-t-il de l'Afghanistan? Est-ce qu'un jour une nouvelle coalition sera formée et ira à nouveau renverser les talibans? Ou est-ce que le peuple se révoltera? Eh bien, seul l'avenir nous le dira. Cette vidéo est maintenant terminée, elle a été très longue à écrire, j'ai essayé au maximum de simplifier et de ne pas trop rentrer dans les détails, tout en essayant de préserver les informations clés à la compréhension du conflit, sinon la vidéo aurait duré des heures. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne.